Bonjour et bienvenue dans la météo des marchés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hier, on parlait un petit peu de ce week-end tendu et de comment allaient réagir les marchés hier, mais comme on l'avait vu, la chute était minime en pré-session et il se trouve que hier, il n'y a pas eu de chute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a ce rallye historique, 14 jours intenses, les Magnificent Seven qui explosent tout, mais des nouveaux ATH sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Mais si on compare les entreprises du S&P 500, les 500 entreprises, il n'y en a que 12 qui ont fait des nouveaux sommets. C'est Zero Hedge qui nous le dit sur Internet et qui nous montre un petit peu une dissonance. Alors je vais vous dire comment moi j'interprète ça. D'abord, on va quand même commencer par observer que hier la session était molle. Donc pas vraiment rouge, mais bon, pour les top performers, laissez-moi mettre ici, vous voyez, Nvidia très mou. Voilà, il n'y avait pas grand-chose qui a pumpé. Il y a des choses qui ont pumpé, j'en ai parlé. Fait une liste de 40 tickers aux membres alpha ce matin avec les narratifs qui pourraient prendre cette semaine, l'intégralité. Je vais vous donner des petites miettes, des petites choses à vous mettre sous la dent pour la journée, mais ce ne sera pas dans le même détail évidemment. Donc session molle, mais on ne rend rien. La question qu'on se pose du coup, et je pense que la plupart des gens qui seraient passés à côté de ce gros mouvement doivent se demander, c'est on va avoir un dip. On va avoir un dip où on va pouvoir, on est peut-être en phase de distribution. Avec le price action qu'on a là, il y a peu de chances qu'on soit en phase de distribution. Donc en fait, il y a deux possibilités. Soit pendant que ça se stabilise comme ça et qu'on voit les boules qui sont en contrôle, on a une forme de distribution et on dip, c'est une des possibilités, hein, bien sûr, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, soit on va continuer à short squeeze. Donc là, je voudrais savoir, dans la journée ou dans les jours qui viennent, en général le mardi, dans les premières heures de la session, c'est là où on saura quelle sera la direction de la semaine, si on va continuer et laisser encore d'autres gens sans possibilité d'acheter les dips. Comme je vous disais, il y avait que 12 entreprises qui ont fait des nouveaux highs avec ce rallye du S&P 500, cette dissonance. En fait, moi, personnellement, je vais l'interpréter de la façon suivante. Ce n'est pas un mauvais signe en vrai. Le fait que ce soit en particulier les Magnificent Seven qui ont absorbé énormément d'argent et il y a eu des gros fonds qui se sont positionnés en mode risk on, je pense que c'est davantage un initiateur. Et que ensuite, quand ça sera un petit peu moins explosif du côté de ces grosses actions-là, qu'on va pouvoir voir peut-être le Russell prendre le dessus ou des mid-cap prendre le dessus ou voir des rotations s'effectuer dans différents secteurs. Donc c'est à peu près la manière dont je vois les choses, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier il y a eu de la news du côté de Apple. Tim Cook quitte Apple et il est succédé par John Ternus et ça va se passer le 1er septembre alors que ça fait 14 ans qu'on a du Tim Cook et oui ça fait longtemps qu'il est parti notre ami Steve Jobs et qu'il n'aura pas été égalé en termes de hype ni en termes de panache, hein. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner pour l'entreprise. Hier je ne sais pas si vous avez remarqué mais Jim Cramer a pas mal traché l'entreprise sur son Twitter. Il y a un de mes membres qui m'a dit ouais mais bon a priori le tweet aurait disparu donc il faudra voir. Mais globalement bonne réaction, c'est pas une bonne nouvelle mais par exemple la réaction est bonne et l'action du prix reste forte. Je suis un petit peu prudent parce qu'il y a eu un call en faveur de Apple hier par Goldman Sachs juste avant l'annonce. Et ce sont des gens de qui je me méfie. Donc, mais en tout cas, c'est une news qui est relativement importante. Dans la famille Taco Trade, Trump always chicken out, c'est-à-dire que Trump, il met des carottes ou en tout cas il fait des menaces et puis après il se ravise. Demain, c'est la fin du cessez-le-feu théorique pour l'Iran. En sachant qu'on a eu ces pourparlers, J.D. Vance qui revient du Pakistan, a priori rien ne s'est amélioré. Quand il y a eu le cessez-le-feu, il y a eu des tirs sur des navires marchands. Ça n'a pas été respecté. Le détroit d'Ormuz, comme on l'avait dit hier, a été refermé 24 heures après avoir été réouvert. Tandis que, voilà, t'as d'un côté Trump qui dit rien que dans la journée d'hier, ouais, on n'aura pas de négociation, on n'aura pas de deal. Et quelques heures plus tard, il nous parle de deal
en disant que oui, il va faire un deal qui est bien meilleur que celui que Barack Obama. Je sais pas pourquoi il met Hussein dans le nom, c'est parce que j'imagine ça doit être une manière de rappeler Saddam Hussein, j'en sais rien. Ou Sleepy Joe Biden. Donc toujours des tacles aux anciens présidents. Ce Trump là, il est indécrottable. Donc je vous dis, même pas une heure avant, il disait qu'il y aura probablement pas de deal. En plus de ça, je sais pas si vous vous rappelez, hier, je vous avais montré un tweet qui disait que oui, c'était le ministre de l'étranger qui disait oui, il y aura pas de deal, c'est pas possible. Et dans la journée, quand Trump a dit il y aura pas de deal, ils ont fait un démenti en disant non, mais c'était tactique, c'était stratégique et tout. Donc en fait, ils se sont fait avoir, ils ont mis les pieds dans le plat, ils se sont couchés tout de suite. Donc ça bluffe dans tous les sens, mais il y en a qui savent mieux bluffer que des autres. Et bon, Trump, c'est le roi du bluff, c'est le roi de la menace, mais c'est aussi le roi du tac au trade. Donc faites attention, il y a très forte chance que demain, il se passe rien ou que la date aille plus loin. Voilà, il y aura peut-être de la volatilité, mais à mon avis, comme d'habitude, c'est juste des leviers sur le marché. Lui et ses potes, ils s'en mettent plein les fouilles. J'ai vu une news qui m'a interpellé. Donc, on a CZ hier qui est interviewé et qui donne des drôles d'informations. Quand il dit l'industrie est trop transparente et c'est un problème majeur, que les institutions ne veulent pas de la transparence, ils veulent de bénéficier de l'efficacité de la blockchain pendant qu'avoir la même la vie privée préservée que dans la finance traditionnelle. Donc, qui va résoudre ça sera le big winner. Donc, ce qui va parler dans cette interview, c'est surtout du KYC et du fait qu'on est obligé de montrer patte blanche si on veut intervenir sur le marché. Et voilà. Le seul truc qui me dérange dans cette histoire, c'est que de mon expérience, CZ Binance ou les whales ou le cartel Binance ou les market makers qu'il a embauchés et qu'on a fini par retracer que ça vient d'eux et qu'ils bougent le marché, mais c'est pas eux, mais c'est eux quand même, etc. Donc pour quelqu'un qui bouge le marché, il fait un aveu de faiblesse ici, qui est que on peut pas manipuler le marché comme on veut parce que en gros on a trop d'intentions. Donc c'est pas ce qu'il a dit, mais il y a un peu de ça. Soit c'est vrai et que parce qu'il y a de l'attention dans la crypto, il ne peut plus la manipuler ou les acteurs de la crypto ne peuvent plus faire leur pump and dump comme ils avaient l'habitude de faire et manipuler contre les clients les marchés. Et dans ce cas-là, c'est dommageable parce que je veux dire, une des grandes causes des mouvements sur BTC, c'était quand même Willybot, un bot qui faisait du spoofing à l'époque du premier cycle du Bitcoin. En 2017, ça a été beaucoup Bitfinex et l'impression de Tether non audité et dont il faudrait surtout pas qu'on remonte à cette époque-là parce que il y avait aussi du spoofing, hein, même si je me rappelais dans les articles ça disait non non mais ça n'existe pas. Quoi spoofing? Tu crois vraiment qu'il y a du spoofing? Enfin bon. Et quand on a commencé à utiliser les outils d'order flow et qu'on regardait les footprints, c'était devenu flagrant quand sont apparus les heatmaps et compagnie. Maintenant, c'est indéniable. On n'est plus à se demander s'il y a des manipulations de marché sur le Bitcoin. C'est juste des combats de manipulation de marché. Donc là, on a un CZ qui dit ouais, on peut plus manipuler comme on veut. Donc est-ce qu'il ne peut plus vraiment, parce que sinon il pourrait se faire prendre, ou est-ce qu'il essaye d'endormir en disant ouais non mais c'est trop transparent, on peut pas manipuler, hein. Et en fait il peut totalement parce que c'est pas une histoire de KYC en ce qui le concerne. Donc voilà, mais en tout cas moi ça me paraissait être une news au début bearish et ensuite je me disais simplement un petit peu de poudre aux yeux pour faire croire que maintenant c'est clean dans le domaine, alors que ça ne l'est pas. Je vais vous parler de deux stocks qui me paraissent intéressants du côté action. Ça va être USAR, un truc de terre rare, une action de terre rare. C'est des actions qui ont eu des appuis du gouvernement. Ils ont acheté Sierra Verde au Brésil et c'est l'alternative américaine au monopole chinois. Et c'est important pour tout ce qui est le secteur militaire, mais aussi les véhicules électriques. Donc la terre rare, c'est important dans l'électronique, il faut le considérer. Et il y a peut-être un narratif autour des stocks associés. Donc je vous mets ça dans votre sacoche, vous en faites ce que vous voulez, mais on remarquera que hier, ça n'a pas connu la crise. Donc
Ensuite, il y a le quantum computing qui a rebondi, en particulier avec IonQ, qui bénéficie de plusieurs facteurs, des facteurs mi-avril où Nvidia s'intéressait au quantum computing avec des IA open source dédiés au calcul quantique. Et ensuite, il y a eu IonQ qui fait du photonique, donc il est dans plusieurs narratifs avec une grosse traction ici. Alors bien sûr, on est tard sur la partie, je vous l'indique, vous voyez comment vous tradez ça, mais c'est sûrement pas la même bonne entrée que quand on était par ici avant les breakouts. Voilà. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler. Donc oui, il y a un S&P 500 qui est très fort. Oui, il y a ces 12 top performers qui embarquent tout. Mais la question, c'est qu'il y a de fortes chances que ça ne fasse que commencer parce que quand les autres vont suivre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bah oui, mais s'il y en a que 12, ça veut dire que c'est bearish. Mais non, ça veut dire qu'il y en a encore 490 ou 488 qui ne demandent qu'à suivre le mouvement et coiffer pas mal de gens en poteau, surtout ceux qui ont vendu dans la panique ici, ou en tout cas c'est ce qu'on verra, c'est ma thèse pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la météo des marchés et je vous invite à découvrir Alpha Team sur alphateam.fr où vous aurez accès au terminal et aux outils IA, le journal, le coach en ligne et les outils de formation, les 5 lives par semaine dans la communauté et le coaching avec Thomas et moi-même. C'est le service Alpha Team et je vous dis à très bientôt. C'était Gabriel. Bye.